Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information sur Eden TV. Madame, Messieurs, voici les grandes articulations des informations qui meubleront cette édition. Les leaders politiques de la commune de Komé, aidés de quelques personnalités politiques du département du Mono, sont allés exposer ce samedi 12 janvier le programme d'action du gouvernement aux populations de l'arrondissement d'Akodéha. Vous en saurez davantage dans ce journal. Prévu pour se dérouler ce samedi 12 janvier 2019 sur toute l'étendue du territoire national, l'évaluation intellectuelle des enseignants du secondaire a été boycottée au centre de composition du collège d'enseignement général 1 Lokossa. Vous suivrez le constat de notre correspondant dans un instant. Quant à la sauvette du pain à certains carrefours des communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi, Carole Olaye a fait le constat des risques encourus par ces vendeuses de pain et qui se bousculent à longueur de journée derrière des véhicules sur nos routes. Voilà pour le sommaire. Et donc, bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, les leaders politiques de la commune de Komé et de quelques personnalités politiques du département du Mono sont allés exposer ce samedi 12 janvier le programme d'action du gouvernement aux populations de l'arrondissement d'Akodéha. Une manière pour eux de susciter l'adhésion massive de ces populations à la gouvernance du président Patrice Talon. Jonas Bouchi nous fait le point. À la quête d'une meilleure gouvernance administrative et politique de leur pays, les populations de l'arrondissement d'Akodéha dans la commune de Komé se sont fait particulièrement remarquer par leur détermination et leur engagement. Un long combat politique enfin récompensé par l'avènement de l'actuel gouvernement selon l'honorable Mathurin Nago qui ne trouve aucune raison qui puisse mettre les populations de cet arrondissement en marge du présent régime. Maintenant que nous avons enfin trouvé le régime de vérité, régime d'engagement, régime de patriotisme, régime de développement, celui-là que vous souhaitiez depuis des années, à travers votre engagement, à travers votre patriotisme. Maintenant que vous l'avez, vous ne pouvez plus rester en marge. Après avoir énuméré les réalisations à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon, Jeanne Adambioko, leader politique et natif de la localité, estime que le moment est enfin venu pour que les populations d'Akodéha jouissent des fruits de leur combat politique. La reprise des microcrédits commence à impacter les populations à la base, en particulier la gente féminine. Pas moins de 400 milliards de francs CFA viennent d'être votés par nos députés pour le renforcement du volet social du programme d'action du gouvernement. Alors, chères sœurs et chers frères d'Akodéha, avons-nous des raisons de ne pas soutenir une telle vision du président Patrice Talon qui se traduit chaque jour par des actions concrètes planifiées dans le PAG? Certainement pas. À travers les représentants des jeunes, sages et notables d'Akodéha, les populations de cet arrondissement ont exprimé leur soutien au programme d'action du gouvernement. L'Assemblée générale constitutive de l'Union nationale des femmes UDBN s'est déroulée ce samedi à l'Infosec de Cotonou en présence de la présidente du parti, du vice-président Guy Kodia, du secrétaire général et d'autres responsables. Au cours de cette assemblée, M. Guy Kodia a rappelé l'ambition de l'UDBN qui est de faire la politique autrement en comptant sur les femmes et les jeunes. Roland Laurent Tonneikes. Venues de tous les départements du Bénin, ces femmes ont décidé de mettre en place l'Union nationale des femmes de l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau. Une union pour fédérer les efforts de toutes les femmes du parti. C'est le but principal de l'Assemblée générale constitutive qui s'est tenue ce samedi 12 janvier 2019 à l'Infosec de Cotonou. Nous voulons de cette union un creuset de charme et de réelle attraction des femmes à travers les activités que nous allons mener. Cette assemblée générale à laquelle vous êtes conviés n'est pas pour mettre en place une organisation de trop, ni un regroupement pour concurrencer les jeunes et les hommes. Elle nous permettra de nous regarder dans les yeux et de poser les bases de l'amélioration des conditions de vie de nous femmes présentes à cette assemblée
et de nombreux autres répartis sur toute l'étendue du territoire. Tordema Hassan et Guy Kodia, respectivement secrétaire général et vice-président du parti, ont présenté aux participantes les idéaux, logos, slogans, mais également les ambitions du parti. L'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, salue les multiples sacrifices et contributions inestimables des femmes pour l'édification du Bénin. Des efforts reconnus par la classe politique, mais qui se limitent à des professions de foi. Le moment est venu de dépasser les professions de foi pour traduire ces bonnes intentions en faits concrets. Nous aurons assurément besoin du précieux soutien des hommes, mais vous conviendrez certainement avec moi qu'il est urgent de nous organiser pour arracher notre part de pouvoir. Nos hommes veulent nous soutenir encore plus, mais ils veulent nous voir plus déterminés et organisés. Je veux leur dire, en votre nom, à toutes, que les femmes sont prêtes à jouer les premiers rôles et sollicitent leur accompagnement, parce que pendant longtemps, nous les avons aussi soutenues. Les femmes béninoises sont de plus en plus nombreuses à vouloir être positionnées à des postes de nomination ou des postes électifs, comme c'est le cas sous d'autres cieux. Oui, les femmes béninoises sont compétentes et peuvent relever ce défi en bonne intelligence avec les hommes. Nous n'avons même plus le choix. Nous devons mieux participer à l'élaboration et à la bonne exécution des politiques qui soulagent les peines des femmes, des jeunes, des enfants et de l'ensemble de nos populations. Je veux saisir l'occasion de ce congrès des femmes de l'UDBN pour saluer le combat de toutes les femmes leaders, quelle que soit leur obédience politique. La réforme du système partisan n'aura tout son sens que si elle valorise de nombreuses femmes leaders et une jeunesse dynamique. Et la meilleure machine pour le positionnement des femmes et des jeunes, c'est l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, précise l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio. Précisons qu'au thème des travaux de cette Assemblée générale constitutive des femmes de l'UDBN, c'est Dame Marianique Gouton qui a été élue présidente de cette union par ses pairs. Les députés ont autorisé le vendredi 11 janvier, ont bien sûr autorisé et ratifié le vendredi 11 janvier l'accord de prêt entre le Bénin et le fonds OPEP dans le cadre du financement partiel du projet de réhabilitation de la section Béroué-Malanville longue de 164 km et d'un montant de 13 milliards 200. Suivant le compte rendu de Amen Didier Moupenouji et de Romaric de Vauchy. La Commission des finances et échanges de l'Assemblée nationale, appelée à présenter son rapport sur ce projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé entre le Bénin et le fonds OPEP dans le cadre du financement partiel du projet de réhabilitation de la section Bérouboué-Malanville, longue de 164,4 km, a laissé voir un intérêt pour notre pays à autoriser cette ratification. Ce projet permettra donc aux commissions Bérouboué-Malanville de jouer pleinement son rôle de désenclavement du nord du Bénin et favorisera entre autres la sécurité routière et le confort des usagers, la réduction du coût d'exploitation des véhicules et du temps de parcours, l'optimisation des échanges commerciaux, la contribution au renforcement et à la modernisation du réseau routier, l'amélioration de la compétitivité du corridor des Miroirs au niveau sous-régional, l'amélioration des conditions de vie des populations et enfin le renforcement de l'intégration régionale. Quelques députés sont intervenus pour apprécier cette réhabilitation, d'autres pour inviter le gouvernement à veiller au respect des normes et suivi dans la construction des infrastructures routières. Et dire que le calvaire des populations, ce n'est pas seulement elles, mais c'est surtout, disons, un tronçon central sur le corridor Bénin-Niger et qui constitue le principal axe de relations commerciales entre notre pays et son interland. Et je pense mobiliser le financement pour assurer la reconstruction de cette route participe donc des actions
que nous ne pouvons que saluer et louer de la part du gouvernement. La ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Marie-Odile Atanassor, représentant le gouvernement, a apporté quelques éclairages et rassure les honorables députés de l'attention que le gouvernement mettra à la réalisation de ces projets. Nous allons mettre à l'œuvre pour satisfaire la requête pour que toutes les zones soient pourvues des voies afin d'apporter les meilleures conditions de vie aux populations. Enfin, les députés ont autorisé le gouvernement à ratifier ce projet portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé à Bali entre le Bénin et le fonds OPEP dans le cadre du financement partiel du projet de réhabilitation de la section Bérouboué-Malanville. Article 1er est autorisé la ratification par le président de la République de l'accord de prêt de montant de 24 millions de dollars US, soit 13 milliards 200 millions de francs CFA environ, dans le cadre du financement partiel du projet de réhabilitation de la section Bérouboué-Malanville du corridor Cotonou-Niamey 169,4 km. Juste après cette ratification, les députés se sont attelés à l'examen des autres points à l'ordre du jour. Restons à l'hémicycle où le gouvernement a été autorisé par l'Assemblée nationale à ratifier l'accord de prêt signé le 12 novembre 2018 avec le Fonds africain de développement dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la compétitivité économique du Bénin. On fait le point toujours avec Amel Didier Rumpenoudji. Les députés ont passé à examen ce projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé à Cotonou le 12 novembre 2018 entre le Bénin et le Fonds africain de développement dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la compétitivité économique du Bénin. La commission du plan et équipement de l'Assemblée nationale a présenté son rapport qui montre bien l'intérêt pour notre pays de signer cet accord d'un montant de 3,822 millions de francs CFA. Le programme d'appui à la compétitivité économique du Bénin est un programme qui va contribuer à la création des conditions favorables à une croissance économique forte et inclusive. Sa mise en œuvre permettra de mettre en place un cadre légal et réglementaire propice au développement d'un secteur privé structuré et créateur de valeur ajoutée. Ce programme renforcera à coup sûr la gouvernance du secteur de l'énergie et l'adéquation entre l'offre et la demande. Après quelques observations des députés et du président de l'Assemblée nationale, le projet de loi qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la compétitivité économique du Bénin a été soumis au vote puis adopté. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 11 janvier 2019 la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé la ratification par le président de la République du Bénin de l'accord de prêt signé à Cotonou le 12 novembre 2018 entre la République du Bénin et le Fonds africain de développement pour un montant de 3,822 millions de francs CFA dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la compétitivité économique du Bénin. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Procuration pour? Merci. Contre? 0. Procuration contre? 0. Abstention? 0. Procuration abstention? 0. La loi numéro 2019-2 est adoptée. Je vous l'annonçais en titre, la vente à la sauvette concernant le pain à certains carrefours des communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi est bien remarquable et cette manière de commercialiser le pain n'est pas sans risque. Carole Olaye a fait le constat des risques encourus par ces vendeuses de pain qui se bousculent à longueur de journée derrière des véhicules sur nos routes. Suivez. Monique, la cinquantaine environ, est vendeuse de pain depuis 20 ans. Elle est la responsable des vendeuses de pain au carrefour Messinsinto, un village de l'arrondissement d'Akassato, dans la commune d'Abomey-Calavi. Comme ses autres consoeurs, Monique brave les intempéries et risque sa vie au quotidien avant de gagner sa pitance quotidienne.
Assises devant leurs étalages de pain divers, ces dames sont aidées dans leur commerce par des jeunes filles qui vont à l'assaut des véhicules qui marquent un arrêt au niveau du carrefour. Quand nous restons assises devant nos étalages, peu de personnes viennent acheter le pain. C'est pour cela que nous allons vers les clients. Nous le vendons à 125 alors qu'ailleurs c'est vendu à 100 francs. Ce n'est pas rentable. Devenues des vendeuses de pain à la sauvette à cause de la mévente, ces dames avec des exemplaires de pain à la main mettent leur vie en péril en courant derrière motos et véhicules avant d'écouler quelques unités de leurs produits. Une situation qui s'explique non seulement par la morosité économique qui sévit, mais aussi par l'inexistence d'un marché propre aux bonnes dames. Nous connaissons la mévente. On s'endette pour persévérer dans le commerce. Depuis le matin, aucune d'entre nous n'a encore vendu 20 à 40 pains. Alors que si c'était auparavant sous d'autres régimes, on aurait dépassé la centaine. Nous demandons également que le délégué et le CA puissent plaider pour nous afin que la mairie nous construise un marché. En attendant que les cris de cœur de Dame Monique soient entendus par les autorités à divers niveaux de la commune d'Abomey-Calavi, ces dames continueront à faire l'impossible pour survivre. Et la vente des pains à la sauvette, quoique très risquée, reste pour le moment leur seule alternative. L'évaluation intellectuelle des enseignants du secondaire prévue pour se dérouler ce samedi 12 janvier 2019 a été boycottée au centre du Collège d'enseignement général 1 de Lokossa. Une manière pour ces derniers de montrer leur désapprobation par rapport à une évaluation dont la finalité reste selon eux un mystère. Jonas Bouchi nous fait vivre l'ambiance qui a prévalu ce samedi au CG1 Lokossa. Suivez. Attendus dans les salles de composition au CG1 Lokossa, les professeurs permanents et vacataires des collèges de la commune de Lokossa ont choisi de s'attrouper sur l'esplanade de la Maison du Peuple pour de là observer les policiers qui surveillaient l'entrée de l'établissement. Et pourtant, la première épreuve, celle de la culture générale, se déroulait déjà avec moins d'une dizaine de candidats, selon les syndicalistes qui se félicitent dehors d'avoir réussi à boycotter cette évaluation qu'ils qualifient de complot contre les enseignants. L'évaluation que le gouvernement nous propose n'a aucune base juridique. Nous nous sommes retournés dans les tests, on a consulté des juristes, on a constaté que ça n'a rien de juridique. C'est un complot contre le corps enseignant. On dit qu'on fait une évaluation et qu'on ne va pas corriger, qu'il n'y aura pas de résultats affichés, alors qu'on menace tous les jours de renvoyer les gens dans le système éducatif. Nous avons compris qu'il ne faut pas céder à cette pression-là. Le ministre de l'enseignement primaire a dit que, après l'évaluation, de ne pas lui dire de garder des médiocres. Alors qu'est-ce qu'il veut insinuer? Selon le responsable syndical Brice Dossa, cette évaluation a l'air d'un subterfuge pour éjecter de leur rang les enseignants réversés qui ont pourtant permis entre-temps à maintenir le système éducatif au moment où le gouvernement ne faisait plus de recrutement. Au moment où le système éducatif était à terre dans ce pays, les gouvernements n'ont pas recruté les enseignants. Et ils créaient les collèges, ils créaient les écoles. Et c'est les communautaires et les contractuels locaux qui gardaient le système. Parce que ceux qu'on a recrutés en 86 étaient déjà usés, fatigués. Et c'est ces jeunes qui sont venus, qui ont insufflé la dynamique au développement du système éducatif. Aujourd'hui, on trouve que les reversés, qui ont été formés 3 ans après leur reversement, qui ont fini la formation, il faut les chasser. Nous ne cédons pas à cette pression-là. Voilà qui relance le bras de fer entre gouvernement et enseignants alors qu'on croyait avoir mis définitivement fin aux tensions sociales dans le secteur de l'éducation au Bénin.
Célébration de la journée nationale des religions endogènes, on en parle encore, alors que les manifestations officielles se sont déroulées cette année à Boycon dans le Zou. Les festivités ont lieu sur toute l'étendue du territoire, comme dans l'Ouémé, où était le ministre de l'Industrie, Serge Arissou, pour vivre l'événement. 10 janvier, fête nationale des religions endogènes ou fête du Vaudon au Bénin. Le Zangbeto, gardien de la nuit, a égayé les esprits et démontré toute sa superpuissance dans l'Ouémé. De beaux spectacles sous le regard passionné du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serge Arissou, qui à l'occasion du 10 janvier a effectué une tournée en 3 étapes dans l'Ouémé. J'ai commencé par Avrancou, et puis par Kromissérité, et ici à Dango. À Dango, je crois que les autres localités se sont retrouvées pour célébrer ensemble ici à Dango cette journée de 10 janvier. Le ministre est revenu sur les raisons qui ont motivé cette tournée. Nous portons un respect absolu à nos cultes. Nous respectons sérieusement tout ce qui est de chez nous. Dans les couvents comme dans d'autres lieux de culte, Serge Arissou répète la même prière. Je demande toujours de prier pour le gouvernement béninois, de prier pour son chef. Que Dieu, la nature, les membres de nos ancêtres, lui donne une longue vie, lui donne le courage, lui donne la force de mener à bout les travaux qu'il a entamés pour ce pays. Une intention approuvée et appuyée par les dignités et têtes couronnées à l'occasion de ce 10 janvier 2019. Hors du Bénin à présent, le candidat d'opposition Martin Fayulu, arrivé second de l'élection présidentielle congolaise, se décrit comme un homme de foi à sa sortie de l'église. Il déclare que la volonté du peuple sera réalisée alors que la Cour constitutionnelle a désormais 8 jours pour examiner son recours demandant l'annulation de la proclamation de la victoire de Félix Tshisekedi. On l'écoute. Nous avons la foi et notre foi intacte, inébranlable, parce que le peuple a décidé et la volonté du peuple sera réalisée. Je suis un homme de foi et je peux vous dire, allez méditer le psaume 125. Okay? Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Amen. À la sortie d'une église de Kinshasa ce dimanche, les fidèles s'expriment sur le rôle de l'église dans la politique congolaise après les remises en cause répétées des résultats de l'élection présidentielle par la puissante conférence épiscopale. Suivez plutôt. Oui, l'église a fait suffisamment. Je crois qu'elle peut s'arrêter là pour éviter le dérapage. Mais au moins, l'Église a dit la vérité, ce qui est vrai. Mais l'Église n'est pas habilitée d'aller saisir la Cour constitutionnelle. Oui, c'est normal. C'est normal parce que l'Église parle la vérité. Nous, à l'Église, on parle la vérité. Parce qu'à Séni, là-bas, on ne parle pas la vérité. Bonne chance, je souhaite bonne chance à l'opposition aujourd'hui de Martin Fayulu qui sont allés saisir le tribunal, de faire prouver la maturité, saisir le tribunal, aller jusqu'au bout. Souhaiter aussi de l'autre côté à la Sénico, ce qu'elle a déjà fait, c'est ce qui faisait partie de sa mission, oui, qui se retire, continuons à faire. Pour le président déjà publié, je lui souhaite une chance de travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Et voilà. C'est là que je voulais dire que si vraiment Tshisekedi est le fils de ces pays, qu'il regarde un peu la souffrance des Congolais. Il regarde un peu les souffrances des Congolais. Les Congolais souffrent à un moment vraiment, vous voyez que nous sommes vraiment malheureux. Je risque même de pleurer. Marine Le Pen tire à boulet rouge sur Emmanuel Macron lors d'un discours à la Mutualité à Paris pour le lancement de la campagne du Rassemblement national pour les européennes. Pour la présidente du RN, le chef de l'État est dérangeant dans ses attitudes, inquiétant dans ses comportements, incompétent dans ses fonctions. On la suit.
Dans le contexte de la saine révolte populaire des Gilets jaunes, cette élection européenne du 26 mai 2019, répétez-le partout, le 26 mai 2019, offre l'occasion de dénouer la crise politique née de l'aveuglement, de l'intransigeance, du mépris de classe, de la spoliation fiscale et de la déconnexion humaine d'un président dérangeant dans ses attitudes, inquiétant dans ses comportements, incompétent dans ses fonctions. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée polonaise au Moyen-Orient et en Italie a pu compter sur un soldat atypique, le caporal Wojciech, un ours orphelin qui a fait de sa compagnie une deuxième famille. Wojciech Narebski, 93 ans, ancien soldat de la 22e compagnie d'artillerie, est le dernier témoin vivant de cette amitié. Suivez. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée polonaise pouvait compter sur un soldat de taille. Prénommé Wojtek, cet ours brun de Syrie était orphelin lorsqu'il a été recueilli en Iran par des Polonais et intégré plus tard à la 22e compagnie d'artillerie de l'armée du général Anders. Wojciech Naremski, aujourd'hui âgé de 93 ans et dernier survivant de cette compagnie, a côtoyé l'ours pendant 2 ans et demi. Comme il était très fort, il était capable de porter à lui tout seul une caisse d'ammunition que nous devions normalement porter à 4. L'ours Wojtek a suivi les soldats polonais dans leur périple à travers le Moyen-Orient, l'Italie et enfin l'Écosse. Traité comme un vrai soldat, il touchait une solde, recevait des rations alimentaires et a même obtenu le grade de caporal. S'il n'a jamais combattu l'ennemi, il était en revanche un excellent partenaire d'entraînement pour ses collègues. S'il gagnait le combat, Wojtek léchait toujours le visage du soldat battu, allongé sur le dos, comme s'il voulait s'excuser de l'avoir maltraité. En servant dans l'armée, l'ours s'est lié d'une réelle amitié avec les soldats jusqu'à adopter leur manière, fumer, ou plutôt avaler, des cigarettes allumées et boire de la bière. Quand quelqu'un buvait à côté de lui, il lui faisait signe de la patte de lui en donner. Si on lui tendait une canette fermée, il faisait un trou dedans avec une griffe et il buvait. Après la guerre, Wojtek a fini ses jours dans un zoo écossais où il a vécu jusqu'en 1963. Un film d'animation pour raconter son histoire devrait sortir en 2020. En attendant, c'est Wojciech Naremski qui la raconte aux jeunes générations. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.